Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle journée portes ouvertes. Nous avons choisi cette fois-ci, pour ceux qui nous avaient peut-être suivis pour la journée portes ouvertes du 24 juin dernier, de privilégier encore une fois une journée portes ouvertes virtuelle. Alors virtuelle parce qu'on passe par un canal média, vidéo, internet, mais l'intégralité des échanges, et c'est ce que nous avons voulu souhaiter, sera bien réel. Alors c'est un format et un concept un petit peu différent, comme vous pouvez le découvrir autour de moi et derrière moi. Nous avons professionnalisé cette journée portes ouvertes en nous appuyant sur l'équipe technique de La Coupole, un studio qui nous a accueillis chaleureusement en plein centre de Clermont-Ferrand. Alors, je vais quand même vous présenter un petit peu le dispositif qui est assez analogue au précédent, à savoir que nous avons un staff derrière moi qui va espionner, prendre un visuel sur toutes vos questions et auxquelles je vais pouvoir répondre pendant cette émission. On est effectivement dans le domaine de l'émission. Je vous présenterai un petit peu tout ce petit monde derrière. Également, le format qu'on a voulu aussi un peu améliorer, c'était de pouvoir faire intervenir des collaborateurs de l'Institut des métiers, qu'ils soient cadres, chefs de secteur ou également des formateurs de pratique, qui seront, et je vous l'avais dit la dernière fois, beaucoup plus à même que moi de pouvoir répondre à toutes vos questions pratico-pratiques sur les formations que nous dispensons à l'Institut des métiers. Donc bienvenue dans ce nouveau format et nous allons tâcher de répondre à toutes vos interrogations. Ce qui est capital pour nous, c'est que vous ne repartiez pas de cette connexion vidéo sans avoir eu de réponse à vos questions. Alors, moi, il m'appartient de vous présenter quand même l'Institut des métiers. L'Institut des métiers, c'est un centre de formation d'apprentis qui existe depuis 1972. Donc, on est quand même sur le point de fêter nos 50 années dans le paysage de la formation professionnelle, sur la place clermontoise, du Puy-de-Dôme, et je dirais même au-delà, dans toute l'Auvergne, puisque nous sommes le premier centre de formation d'apprentis d'Auvergne et le quatrième de la grande région Auvergne-Rhône-Alpes. On forme sur un certain nombre de métiers et on accueille chaque année à peu près de 2000 apprenants, et avec une équipe de 150 collaborateurs pour parvenir à porter au succès chacun des candidats qui intégrera une formation chez nous. L'établissement, c'est un établissement qui est co-géré par la Chambre de métiers et l'artisanat du Puy-de-Dôme, ainsi que la Chambre de commerce et d'industrie du Puy-de-Dôme, et qui depuis 50 ans, je vous le disais, a pu former pas loin de 40 000 apprenants. Alors, ce qui est important pour nous, c'est de mettre aussi en avant cette culture de l'établissement, cette expérience, puisque si vous faites le choix de l'apprentissage, et j'aurai l'occasion de développer tout à l'heure ce que ça implique pour vous, eh bien, vous intégrerez un établissement qui a l'expérience et la notoriété et qui, au travers de nos partenaires entreprises, peut démontrer que la pertinence, en tout cas, des formations que nous assumons. Donc, nous avons une forme associative, donc c'est aussi quelque part dans notre ADN que d'être non pas dans un but lucratif, mais clairement d'accompagner chacun des apprenants vers la réussite. Un établissement qui fait quand même une surface de près de 15 000 m² d'équipement, notamment en plateau technique, et qui permet de pouvoir former sur un certain nombre de métiers. Ce développement de l'Institut des métiers sur les années, c'est aussi fait avec l'accompagnement très important, et je tiens quand même à l'indiquer, du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, nous formons sur différents secteurs, 5 secteurs essentiellement, à savoir les métiers de bouche, l'hôtellerie-restauration, les métiers de la mécanique et de la maintenance du matériel, le commerce et la vente et les soins et services à la personne. Alors, nous avons un catalogue qui est assez développé puisque nous assumons pas loin de 53 formations différentes, 53 diplômes auxquels nous préparons, qui vont du CAP au BTS, c'est-à-dire du Bac plus 2, et qui passent par différents diplômes comme le Bac professionnel, le brevet professionnel, le CTM, le BTM et le CQP. Moi, ce qui m'intéresse maintenant, au-delà de la présentation de l'établissement, c'est vous dire finalement, si vous êtes déjà là devant nous, c'est que vous avez un peu réfléchi à vouloir choisir l'apprentissage et concrètement, qu'est-ce qui va se passer pour vous? Alors l'apprentissage, ça repose déjà sur une chose qui est capitale, c'est que si vous êtes intéressé, si vous trouvez une entreprise, et on y reviendra, vous allez signer ce que l'on appelle un contrat d'apprentissage. Et ce contrat d'apprentissage, il va vous faire basculer instantanément dans un monde bien différent de celui que vous connaissez jusqu'à présent. Si vous êtes scolaire, si vous êtes au collège ou si vous êtes au lycée, ben évidemment, vous avez un rythme de vie qui sera bien différent quand vous serez à l'apprentissage. Et très concrètement, nous, on va être là pour vous accompagner dans cette formation-là. Le contrat d'apprentissage, il est signé entre vous et une entreprise. C'est-à-dire que concrètement, vous êtes salarié de cette entreprise-là et vous n'êtes plus scolaire comme avant, vous êtes comme vos parents, comme nous-mêmes, et vous vivez le monde du travail comme n'importe quel salarié. Alors évidemment, vous êtes jeune, donc vous allez apprendre à connaître les codes de l'entreprise, on sera là aussi pour vous y accompagner, votre entreprise sera là pour vous accompagner, et très concrètement, vous allez
petit à petit acquérir toutes les compétences et toutes les connaissances qui sont attendues dans le cadre du métier auquel vous vous formez, et évidemment pour réussir un examen qui est celui que vous pourrez préparer pendant toute votre formation. Cette formation, elle peut se vivre sur 1 année, 2 années, parfois 3 années. Et concrètement, on a aussi des apprentis qui ont poussé à la porte de l'Institut, qui se sont présentés à nous et qui avaient peut-être un peu un doute, qui se sont dit, bon, 2 ans, c'est peut-être un petit peu long. Et on n'a pas, je dirais, on a plein d'exemples d'apprentis qui, au-delà des 2 ans, ont poursuivi. Et ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous. Parce que concrètement, lorsqu'on arrive à rattacher finalement sur l'idée que vous pouvez vous former au-delà de 2 années, vous projeter sur derrière un bac professionnel, un brevet professionnel ou aller plus loin vers un BTS, pour nous, c'est un facteur de réussite et évidemment pour les entreprises qui vous accueillent, c'est la même chose. Donc notre objectif, ce sera toujours de vous exhorter à pousser au plus loin de vos capacités, de vous accompagner jusqu'au bout de vous-même pour pouvoir vous former sur l'ensemble des métiers, sur l'ensemble des diplômes qui peuvent être ceux de votre filière. Ce qui est très important, c'est aussi, je dirais, la notion de choix. Parce qu'on ne vient pas à l'apprentissage par hasard. Et c'est ultra important parce que ça va clairement marquer votre posture, votre engagement dans la formation que vous aurez choisie. Il est évident que si vous arrivez un peu par défaut, vous ne saviez pas trop si c'est l'apprentissage et que vous vivez vos années comme une espèce de difficulté permanente ou de contresens, ça ne vous fera pas progresser. Si vous êtes là par choix, et c'est souvent la passion qui vient déterminer le choix, eh bien vous progresserez et vous vous améliorez dans l'acquisition des compétences. Je le dis toujours, il y a 2 stratégies en fait avec la formation en alternance lorsqu'on signe un contrat d'apprentissage. C'est ou bien votre objectif, c'est de viser à vous former à un métier très précis, et là c'est souvent un peu la logique passion, la passion des métiers de l'automobile, des métiers de la vente, etc. Ça peut être aussi un autre objectif qui est celui d'obtenir un niveau de qualification parce que vous avez un autre projet derrière. Mais quoi qu'il arrive, si vous faites le choix de signer un contrat d'apprentissage, donc de vous engager avec une entreprise, de vous engager également avec le CFA qui va vous accompagner dans la formation, très concrètement, ce choix il doit être assumé et mûr. Nous, on n'envisage pas de travailler avec des apprenants qui finalement, je dirais, n'ont pas spécialement envie de venir en cours, parce qu'il y a quand même des cours. Il ne faut pas le mettre de côté, c'est une formation, on transmet des connaissances, des compétences, et il y a tout ce côté-là qui doit être parfaitement assumé au moment de la signature du contrat. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je voulais vous dire pour insister sur le fait de choisir l'apprentissage, l'alternance. Donc je l'ai dit, effectivement, donc on a 5 secteurs, et ce que je vous propose, c'est qu'on puisse peut-être balayer chacun de ces secteurs. Je les rappelle, donc on avait le secteur des métiers de l'automobile, de soins et services à la personne, de la vente et du commerce, de l'hôtellerie-restauration et des métiers de bouche. Et je vous propose peut-être pour commencer une petite vidéo de présentation sur les métiers de l'automobile où on va pouvoir découvrir la vie au quotidien d'un de nos apprentis dans son entreprise. Et on se retrouve tout de suite après. Damien Benoît, responsable du garage Beko, situé dans le Cantal. Je m'appelle Sandungo Arnaud. Aujourd'hui, ça fait 8 ans que je travaille au garage Beko. Je m'appelle Baptiste Sablan, j'ai actuellement 18 ans et je suis apprenti au garage Beko. J'ai repris le garage, Baptiste était déjà en place. Mon technicien qui s'appelle Arnaud faisait déjà partie du CFA à Clermont-Ferrand. Moi, j'ai fait ma formation à l'Institut des métiers à Clermont-Ferrand. Et je pense que ça a été l'une des expériences les plus intéressantes que j'ai eu à faire. J'ai choisi la voie de l'apprentissage en passant à l'Institut des métiers à Clermont-Ferrand. Nous avons quelqu'un qui a des énormes connaissances, qui a fait beaucoup d'ateliers, qui a fait également beaucoup de formations. Et il en voulait, donc je n'ai pas eu vraiment à me faire de soucis pendant son apprentissage. J'ai passé mon CAP au bout de la 2e année. Et après, j'ai continué, poursuivi par un bac professionnel que j'ai pu avoir avec la mention très bien. Pendant les premières années, c'était un peu compliqué. Il fallait qu'ils apprennent et qu'ils se mettent dans le bain. Surtout qu'ils comprennent que la formation professionnelle, mais ça veut dire qu'on travaille, quoi. On est au boulot. Ça nous permet de gagner en confiance en soi, ce qui est important dans ce métier. Nous avons véritablement affaire à quelqu'un qui pratique vraiment bien le terrain et qui a des très bonnes connaissances. Mais à un moment donné, il a commencé à développer sa propre autonomie en fait. Donc, et je pense même en fait qu'au bout de cette année, j'ai même plus eu besoin de le suivre tout le temps. Aujourd'hui, il est en formation CQP.
Et c'est vrai qu'on est très content de son travail. Le diplôme alors que je suis en train de préparer, c'est un CQP TEAVA, technicien expert automobile après-vente, qui se déroule sur une formation à peu près d'1 an et demi. Aujourd'hui, il est en train de passer son CQP. Et j'en suis super fier parce que finalement, je me dis que c'est peut-être grâce à moi. Voilà. Mais surtout grâce à lui parce que c'est sa tête qui travaille. Donc moi, je suis juste là pour le guider. Là, j'ai d'autres ambitions pour l'avenir, comme intégrer une formation sur les véhicules d'époque. Pourquoi nous prenons des apprentis? Parce qu'aujourd'hui, nous partons de la simple et bonne raison, c'est que c'est très avantageux pour l'apprenti de pouvoir faire beaucoup d'ateliers et faire de la formation à côté. Ça donne envie de continuer, quoi. Si aujourd'hui je devais conseiller un jeune apprenti à se lancer dans l'apprentissage, je lui donnerais ma voix à 2000%. Eh bien, c'était une très jolie séquence vidéo. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter l'ensemble des diplômes auxquels nous préparons sur ce secteur des métiers de l'automobile. Alors, sur les métiers de l'automobile, nous avons les métiers de la mécanique, pour lesquels vous pouvez vous former au travers de différents diplômes. Le CAP qui se fait en 2 ans. Vous avez également le bac professionnel qui peut se faire en 2 ou 3 ans. Vous avez ensuite la possibilité de poursuivre sur un BTS. Et vous avez également des formations de type CQP, qui sont des diplômes des titres de branche, qui sont beaucoup plus spécialisés et sur lesquels vous allez davantage acquérir des compétences très techniques, très pointues sur des métiers de l'automobile. Les métiers de l'automobile, c'est également aussi les métiers de la carrosserie et de la peinture, pour lesquels nous formons au CAP. Et puis vous avez la possibilité également de vous former sur différents métiers qui sont de la mécanique et de la maintenance, à savoir la maintenance du matériel espace vert et agricole, également la maintenance du matériel BTP. Et je pense que j'ai fait le tour. Nous avons tellement de formations. Donc voilà, c'est un petit peu les formations sur lesquelles on forme. Alors parfois en 2 ans, en 3 ans, en 1 an aussi, c'est tout à fait possible. Si par exemple vous avez des prérequis, par exemple vous avez déjà un diplôme, on peut étudier aussi un parcours personnalisé. Et c'est quelque chose sur lequel on reviendra notamment dans le processus de recrutement. C'est qu'il n'y a pas le frein de forcément suivre une formation en 2 ans. Si vous avez par exemple déjà un bac, vous pouvez parfaitement intégrer un CAP chez nous avec un aménagement de formation et de durée de contrat avec l'entreprise. Donc les métiers d'automobile, c'est aussi un métier qui est en forte tension. On recherche pas mal d'apprentis également. Nous avons pas mal d'offres d'entreprises, mais ça, on y reviendra un petit peu en fin d'émission, puisqu'on égrènera l'ensemble des besoins, des offres en tout cas qui existent en termes de contrats sur ces métiers-là. Ce que je vous propose maintenant, c'est au-delà du métier de l'automobile, on avait choisi un peu dans cette émission de faire des focus sur certains métiers et je vous propose que l'on aille maintenant explorer un autre secteur qui est celui des métiers de bouche et je vous propose qu'on se retrouve dans 2 minutes après le film que je vous propose de découvrir avec nous, un nouveau portrait d'un apprenti de l'Institut des métiers. Je suis Dominique Sed, je suis responsable du restaurant Le Carousel à Maringues. Arthur Ross, 23 ans. Je prends des apprentis par le biais de l'Institut des métiers. Donc je forme des jeunes depuis 19 ans et puis c'est très enrichissant et pour eux et pour moi. Alors j'ai un parcours un petit peu atypique. Je commençais par un bac scientifique, un bac S. Après je suis allé en licence STAPS, que je n'ai pas continué. Voilà, ma passion, ça reste le vin. Nous avons recruté Arthur il y a 1 an et il m'a paru extrêmement bien parce qu'il était passionné. Le Carousel à Maringues, donc chercher un apprenti. Je me suis présenté et après j'ai eu un entretien et j'ai commencé relativement rapidement. Son ambition, c'est devenir un grand sommelier. Et c'est tout à fait, il a trouvé la maison qu'il fallait parce que j'étais prête à lui donner tous les moyens de s'épanouir. Je voulais un mix entre le théorique et la pratique. Parce que je pense que dans ces métiers-là, la pratique est extrêmement importante. Et on sait qu'il est passionné. Il a évolué d'une façon incroyable. Donc j'ai l'occasion, grâce à l'Institut aussi et à mes professeurs, de pouvoir faire des concours en sommellerie. Son professeur, c'est un professeur qui est formidable, qui est vraiment engagé jusqu'au bout et qui a envie de monter vers le haut tous ses élèves. Donc l'Institut des métiers m'apporte tout ce que j'ai besoin et envie. Si vous rentrez au CFA en ayant la passion, l'envie d'apprendre, vous trouverez vraiment
les professeurs et puis l'encadrement qu'il faut. C'est un institut vraiment bien reconnu, donc j'ai choisi cet institut pour cela aussi. C'est une très très bonne école. Les plus de l'apprentissage, donc c'est vraiment voilà, un suivi théorique qu'on a donc une semaine par mois à l'Institut métier et quand même ce gros plus qu'on a avec 3 semaines d'entreprise pour le côté vraiment pratique. Alors si je devais donner un conseil à un futur apprenti, ça serait d'être passionné tout d'abord parce que je pense que voilà, la passion est la chose primordiale qu'on a quand on choisit un apprentissage. Arthur, ah ben je le vois très très haut. Eh bien, c'était un très joli portrait dans un bel établissement de notre pays. Je vous propose, puisque pendant la séquence vidéo, nous avons eu quelques questions sur le secteur des métiers de l'automobile. Donc, je me retourne vers Sophie. Des questions ont pu être posées par les internautes concernant cette filière-là, pour lequel nous n'avions pas prévu sur cette séquence de plateau. Mais donc, l'objectif, c'est, je l'ai dit tout à l'heure, de répondre à toutes les questions. Donc, je vous écoute, Sophie. Alors, Monsieur Mirou, première question concernant les cycles et motos que vous n'avez pas cités tout à l'heure. Exactement. Vous pouvez développer? Oui, c'est un peu les aléas du direct, effectivement. Donc, on a une filière importante qui est celle des cycles moto, sur lesquels on peut se former au CAP, à la mention complémentaire. J'ai oublié d'ailleurs les mentions complémentaires. J'ai même oublié une autre filière, vous voyez, comme quoi le direct n'est pas non plus un exercice facile. Donc, je vous prie de m'excuser. Donc, nous avons 2 filières que je n'ai pas évoquées. C'est la filière du cycle, donc avec CAP, mention complémentaire, bac pro. Et nous avons également les métiers du transport en commun et poids lourd, avec là aussi un CAP, une mention complémentaire, un BTS et également un CQP qui est à l'ouverture pour la rentrée. Ok, merci. Une autre question, comment se déroulent les cours de pratique et doit-on avoir le permis? Non, ce n'est pas spécialement requis d'avoir le permis. Vous êtes là d'abord pour apprendre les métiers de la maintenance automobile, donc on ne va pas travailler sur la conduite, hein, on n'a pas de circuit, contrairement à d'autres établissements tout autour. Mais non, il n'y a pas de nécessité de posséder le permis dans ces métiers-là, en tout cas pas en CAP. Puisqu'on touche quand même aussi une tranche d'âge qui est de 15 à 18 ans en général pour l'entrée en CAP. Donc il n'y a pas d'autres questions par rapport à ce secteur des métiers de l'automobile. Ce que je vous propose, vous avez pu découvrir une vidéo sur les métiers de l'hôtellerie-restauration, donc un autre secteur important de l'établissement. Je suis accompagné à cette table par Christophe Neuville. Donc Christophe Neuville, merci d'être présent. Vous êtes formateur de sommellerie à l'Institut des métiers. Et ce que je vous propose, c'est un petit peu de vous interroger sur ce métier. J'ai déjà une première question. Sommelier, qu'est-ce que c'est en fait ? Eh bien écoutez, alors tout d'abord je voudrais vous remercier de m'avoir invité sur ce plateau afin de parler donc de la profession de sommelier et puis de ses formations et puis aussi en profiter pour saluer tous les internautes qui nous regardent. Donc aujourd'hui le métier de sommelier, alors je vais dire le métier de sommelier et la sommelière puisque notre métier aujourd'hui se féminise de plus en plus. Voilà, certaines femmes sont mises en lumière de par leurs compétences. Et aujourd'hui, la sommellerie est représentée d'ailleurs par une femme qui a été titrée meilleure sommelière de France en 2019. Donc ça, c'était la petite parenthèse. Lorsqu'on parle de sommelier, malgré que c'est un milieu qui est encore très masculin, on a encore des jeunes femmes qui intègrent cette formation. C'est bien de le souligner, effectivement, qu'il y a une féminisation, et ça, c'est un peu une tendance aussi dans un certain nombre de métiers qui étaient très teintés masculins. Au-delà de cela, le métier de sommelier, comment vous le définissez pour un candidat qui serait intéressé Alors le sommelier, avant tout, c'est un expert du vin, des liqueurs et puis de toute autre boisson dans le restaurant dans lequel il officie. Voilà. Sa première mission, c'est de conseiller le client sur les choix de vin par rapport au menu qu'il a choisi. Cette personne donc travaille en brigade, donc elle travaille en étroite collaboration donc avec le maître d'hôtel et puis également le chef de cuisine, de façon à échanger et connaître les différentes particularités des plats justement pour associer les vins à la carte. Ça c'est sa première mission. Voilà. Ensuite le sommelier il a d'autres missions, la mission donc de la gestion de la cave. Donc ça passe par les achats, l'achat des vins, les différents modes de stockage, les différentes mises en place des caves 10 jours, la confection de la carte également en adéquation avec donc la carte des mets,
Et puis également les différentes dégustations, enfin la connaissance des produits également, et en l'occurrence des vins. Donc c'est effectivement une fonction qui est assez importante dans un restaurant. On est tous habitués à faire de ce moment de dégustation un moment de convivialité entre amis ou en famille. Et le rôle du sommelier, c'est de sublimer quelque part la prestation qui était déjà assurée par les cuisiniers et les emplois de restaurant. Je reviendrai là-dessus sur les différents métiers et sur ce à quoi on forme également l'Institut des métiers. Dans quel type d'établissement on peut exercer finalement ce métier de sommelier ? Alors généralement, le sommelier ou la sommelière, bien entendu, donc exerce son métier dans des restaurants gastronomiques. On peut trouver aussi des sommeliers dans des restaurants qui sont un peu plus modestes, qui proposent une offre de bistronomie, ou bien tout simplement sur des établissements de type bar à vin. D'accord. Donc c'est assez large, du coup, ça permet de... Voilà, ce sont des établissements qui sont assez larges et qui proposent généralement des cartes des vins de qualité. Donc concrètement, effectivement, ce métier-là s'exerce dans des établissements plutôt classe, un peu premium. Alors, selon vous, quelles sont les qualités qui sont attendues d'un sommelier plus précisément ? Alors, je dirais d'avoir les codes de l'hôtellerie dans un premier temps. Et pour moi, si vous voulez, donc les codes de la sommellerie, avant tout, c'est la modestie, c'est la rigueur, c'est le travail également, je dirais le travail sur la connaissance de ces cultures. Voilà. Avant tout, c'est aussi d'avoir un bon odorat et puis un bon goût aussi, et puis la passion des produits également, la passion des produits. Parce qu'il n'y a pas que la connaissance des vins, c'est aussi la capacité à pouvoir les reconnaître et à les marier avec les mets qui sont proposés aux clients. Absolument, absolument. Alors comment donner envie finalement à un candidat de s'orienter vers le métier de sommelier, sachant que chez nous, effectivement, on fait la mention complémentaire, on va ouvrir le brevet professionnel, j'y reviendrai tout à l'heure, et comment déjà donner envie de s'orienter vers ce métier ? Je pense que c'est d'abord un choix du candidat. Un choix du candidat. Il faut être avant tout passionné. Parce que donc, ce sont des métiers où il y a énormément de convivialité. On découvre plein de choses sur les vignobles, donc il faut déjà, dans un premier temps, je dirais, être passionné des vins. Donc cette passion, elle peut aussi se découvrir tout au long de la découverte du métier lorsqu'on est en CAP. Alors je vais peut-être faire une petite parenthèse. Dans l'établissement, on forme à différents diplômes. On a le CAP sur les métiers de la cuisine, on a le CAP également sur le service, la commercialisation en restaurant, comme on dit désormais. On peut poursuivre, je le disais, sur une mention complémentaire dessert de restaurant pour la cuisine, une mention complémentaire sommellerie. Et donc, pendant cette pratique, je dirais, de la découverte d'un établissement, d'un restaurant, c'est là où on va peut-être pouvoir affiner ce choix d'aller sur la sommellerie. Absolument, oui. C'est une continuité, si vous voulez, dans la formation. Sur la restauration, si vous voulez, où voilà, c'est une continuité sur la formation. Donc chez nous, on a la possibilité de poursuivre sur un brevet professionnel. Alors jusqu'à présent, c'était le brevet professionnel cuisine, pour ceux qui sont sur la filière de la cuisine. Un brevet professionnel métier du restaurant également sur le service. Et désormais, on va pouvoir compter sur un brevet professionnel sommellerie qui va ouvrir au printemps prochain à l'Institut des métiers. Est-ce que vous voulez nous en dire plus ? Et quel est l'intérêt finalement, je vous dirais, de pouvoir s'inscrire dans ce type de formation et pourquoi à l'Institut des métiers plutôt qu'ailleurs ? Oui. Alors juste pour faire un petit retour, si vous voulez, sur cette formation, sur la mention complémentaire sommellerie, donc qui s'effectue bien entendu en alternance et puis sur 10 mois. C'est une formation, si vous voulez, où on va donner les bases, on va donner les codes de la sommellerie à nos apprenants. Voilà. Donc c'est l'étude, je dirais, du vignoble français dans ses grandes lignes, la connaissance des boissons et puis surtout la pratique. À la suite de ça, l'apprenant donc a la possibilité, si vous voulez, de peaufiner, je dirais, ses connaissances par le biais d'un brevet professionnel, donc qui s'effectue donc toujours en alternance pendant 2 ans. Donc c'est une formation qui est un petit peu plus poussée, où là on rentre davantage, si vous voulez, dans les thèmes sur la connaissance des vignobles, sur la connaissance des terroirs, la connaissance des terroirs bien évidemment français et puis également du Nouveau Monde. Mais cette formation est davantage poussée. On effectue également des déplacements dans les vignobles, on rencontre vraiment des acteurs du vin
pour cette formation-là. Donc c'est effectivement ce qu'on peut mettre en avant, hein, c'est qu'à l'Institut des métiers, on va aussi davantage s'inscrire dans un paysage socio-économique, si je puis dire, des métiers du vin, en allant découvrir sur place, hein, et pas que dans les livres, ces vignobles, la pratique qui est la leur. Donc voilà, si vous avez d'autres précisions sur ce très très beau métier, je lui disais qu'il sublime évidemment pour les amateurs de vin et de spiritueux, comme on dit, qui sublime nos moments de détente dans un restaurant. D'autres éléments à apporter? C'est tout simplement, voilà, c'est un métier passionnant. C'est vraiment un métier passionnant où on rencontre plein de gens, on fait plein de rencontres. Et puis c'est un produit qui est convivial, qui regroupe vraiment les gens. Et avant tout, c'est la passion. C'est vraiment la passion. Et puis c'est un métier magique également. C'est un métier magique parce qu'on donne du bonheur. On donne du bonheur à nos clients. Je confirme. Voilà, je dirais la plus belle récompense, c'est vraiment la satisfaction de notre client lorsqu'on l'a accueilli, lorsqu'on l'a écouté, lorsqu'on l'a conseillé. Ça, c'est notre plus belle récompense. Écoutez, merci pour ces précisions, Christophe Neuville. Donc je vous précise peut-être les différentes formations que l'on peut faire sur le secteur de l'hôtellerie-restauration à l'Institut des métiers. Donc effectivement, on peut faire un CAP, un brevet professionnel tant sur la cuisine que sur le service. Également une mention complémentaire sur chacune de ces deux filières. Et je dirais la troisième filière qui est celle de la sommellerie au travers de la mention complémentaire et très prochainement un brevet professionnel dans quelques mois. Absolument. Merci beaucoup. Juste une petite. Moi, j'invite tous les gens qui nous regardent, s'ils sont intéressés justement pour se diriger sur la sommellerie, à venir nous rencontrer. C'est avec grand plaisir qu'on. Et en live, hein, pas forcément derrière un écran. Ouais, pas forcément derrière un écran, mais. On n'a pas encore dit, mais effectivement, vous avez la possibilité pour ceux qui souhaitent candidater d'aller directement sur notre site, Institut des métiers, donc idm.com, sur lequel vous pourrez accéder à notre portail, sur lequel vous pourrez déposer votre candidature. Et une fois que celle-ci sera complète, vous pourrez être accompagné par le pôle développement de l'Institut des métiers dans la recherche d'une entreprise d'accueil. Merci Christophe Neuville. Merci M. Méraud. Ce que je vous propose, c'est de désormais découvrir au travers d'une autre petite vidéo un autre secteur qui est celui des métiers de bouche. Les métiers de bouche qui comptent plusieurs diplômes. J'aurai l'occasion de vous en parler juste après cette séquence vidéo et en compagnie de notre invité Jean-Michel Montorier. À tout à l'heure. Vidal Jérôme, entreprise Boucherie Le Bougna à Issoire. Je m'appelle Léa Fernandez, je suis apprentie charcutier traiteur à Issoire, dans la boucherie de Monsieur Vidal. J'ai fait un collège général jusqu'à la 4e. Ensuite, la 3e, j'ai fait une classe préparatoire professionnelle. Pendant ma période de 3e prépa pro, en faisant des stages, j'ai choisi une semaine dans une boucherie, proche de chez moi, comme ça, par hasard, pour voir le métier. Et ça m'a bien plu, alors je suis restée. Mais après, c'est des métiers qui sont super parce qu'on voit le produit brut, on le voit fini, on voit le travail qui a été fourni, on a les retours des clients qui sont satisfaits. Donc ça amène un certain plaisir le matin avant d'aller au travail. C'est bien parce que pour quelqu'un comme moi qui n'aime pas être tout le temps à l'école, eh ben, ça change beaucoup. On fait 3 semaines ici et 1 semaine à l'école, alors ça change, on ne voit pas tout le temps les mêmes choses. Pourquoi je prends des apprentis? Ça fait maintenant 3 ans, parce que c'est pour leur faire connaître le métier, voir que ça peut être agréable pour ceux qui sont intéressés. Et des fois, qui trouvent leur branche, les aider à trouver leur branche, tout simplement. Enfin, j'apprends quoi, j'apprends vraiment, je suis là avec mon patron qui m'informe tout ce qu'il faut faire et puis voilà. L'Institut des métiers nous apporte des contacts avec les jeunes. L'Institut des métiers pour moi c'est un bon moyen d'apprendre le métier puisqu'on est un temps chez le patron, un temps à l'école et c'est un bon moyen d'apprendre. Moi Léa, j'en pense du bien. Par rapport à ce que j'avais une crainte, c'est une fille, il y a certaines contraintes. On est dans un métier d'homme et très agréablement surpris. Pour être un bon apprenti, je pense qu'il faut être à l'écoute, rester concentré et être motivé pour le métier qu'on veut faire.
C'est une personne qui a envie d'apprendre, l'essentiel, l'envie, motivée, très rigoureuse. Les qualités indispensables pour un apprenti, l'envie d'apprendre, le sérieux et la ponctualité, les choses simples de la vie. Si je devais donner un conseil à quelqu'un qui veut faire un apprentissage, c'est de foncer parce que c'est vraiment une très bonne méthode pour apprendre un métier et c'est pas mal. Et je m'en rends compte tous les jours qu'elle vient avec le plaisir. Voilà, nous sommes à nouveau avec vous. Pendant cette séquence-là et un petit peu en amont, nous avons eu un certain nombre de questions qui ont pu nous être posées. Sophie, quelle est la question, a priori, qui est assez revenue assez régulièrement? Alors Christophe y a répondu concernant la sommellerie, mais d'une manière plus générale, sur l'hôtellerie-restauration, on nous demande dans quel type d'établissement peut-on effectuer son apprentissage. Je vais laisser Christophe Neuville pouvoir répondre à cette question. Oui, tout à fait, bien entendu. Écoutez, alors je dirais les choix d'établissements sont multiples. Ça passe par des établissements dits gastronomiques. Donc on peut parler d'établissements qui sont nappés. Je prends le terme de nappés, donc généralement des établissements étoilés, gastronomiques. Voilà, où sont des établissements qui proposent une cuisine de haute qualité. Je vous avais parlé tout à l'heure également de restauration un petit peu plus modeste et j'avais évoqué le nom de bistronomie. Donc pour que ce soit clair pour les gens qui nous regardent, donc la bistronomie, en fin de compte, c'est la contraction du mot bistrot et gastronomique. Donc c'est un concept de restauration bistrot qui propose une cuisine avec des plats beaucoup plus élaborés. Voilà, c'est surtout ça. Je vous ai parlé également des bars à vin, mais je dirais le poste de sommelier peut s'orienter, si vous voulez, sur des établissements qui proposent une carte des vins vraiment de qualité, avant tout. Donc ça, c'est plus vraiment pour la partie sommellerie. De façon générale, sur l'hôtellerie-restauration, effectivement, je dirais que c'est sur tout type de restaurant qui, évidemment, conçoit et assemble sur place des produits pour qu'évidemment, il y ait un sens par rapport à la restauration. J'ai omis aussi une filière que l'on fait également à l'Institut des métiers. On a la possibilité de se former sur le métier d'agent polyvalent de restauration qui permet aussi de travailler sur des restaurations dites collectives. Donc peut-être pour répondre à la question, si c'est un peu le sens de la question, on fait de la cuisine, on travaille dans des restaurants, des établissements dits gastronomiques ou semi-gastro, mais également sur la restauration rapide ou restauration collective au travers de cette filière-là. Donc tout est possible en termes de restauration dans l'établissement. Bien, et bien je vous propose, donc nous avons vu cette séquence vidéo sur les métiers de bouche. Les métiers de bouche, dans l'établissement, cela représente quand même plusieurs filières. On a dans la filière, je dirais, farine, les métiers de la pâtisserie, donc de métiers de pâtissier, de boulanger. Nous avons également la chocolaterie, donc assez alléchante quand on passe à côté des laboratoires, surtout à la veille de Noël et de Pâques. Nous avons également aussi les métiers de charcutier et traiteur et les métiers de boucher. Nous sommes accompagnés sur ce plateau par Jean-Michel Montorier. Bonjour Jean-Michel. Bonjour. Vous êtes chez nous formateur en boucherie à l'Institut des métiers depuis 4 ans maintenant et vous intervenez chez nous sur le CAP et également le brevet professionnel puisqu'on peut poursuivre après 2 années de CAP sur un brevet professionnel également pour se perfectionner. Quelques petites questions pour vous. Alors on a quand même une image assez peut-être encore marqué du métier de boucher, hein, un peu avec le froid, les lourdes charges, je dirais aussi la vue du sang, peut-être qui est toujours un peu dans l'imaginaire collectif. Mais est-ce que c'est vraiment ça aujourd'hui, le métier de boucher? Est-ce qu'il n'a pas évolué, est-ce qu'il n'a pas changé? Alors, le métier de boucher, il a véritablement changé ces dernières années. Quand vous parlez de sang, de charges lourdes, voilà, il n'y en a pas tant que ça. Les charges lourdes, elles ont été atténuées grâce aux infrastructures. On a des rails qui nous permettent de déplacer des carcasses sans forcer. On a amélioré notre technique de travail. On a surtout pensé à travailler les carcasses suspendues.
avant de les mettre sur la table, pour découper le maximum de pièces et pour pouvoir porter justement une charge le moins lourde possible pour économiser notre dos qui a été mis à mal les années précédentes. Maintenant, ça n'existe plus. On a différents gabarits. On n'est pas obligé de faire 2 mètres et 100 kilos de muscles pour pouvoir faire boucher. Voilà. Donc, on a tout type de gabarits et ça s'adapte à tout le monde, garçon comme fille. Et alors, les horaires, du coup Alors, les horaires, c'est pareil. Les horaires, moi, ça fait 25 ans que je suis boucher. Les horaires ont évolué. On n'attaque plus à 4 h du matin, on finit plus à 20 h le soir. Ça, c'était avant. Voilà. Maintenant, tout le monde a besoin d'avoir une vie de famille, d'être équilibré le plus possible. Et notre métier, c'est adapté à ça. Donc, je ne vais pas dire qu'on prend plus tard le matin, mais on a changé notre façon de travailler. On est capable d'équilibrer notre charge de travail sur une journée complète. Voilà. Notre métier a évolué et évolué vraiment dans le bon sens. Voilà. Il faut en avoir une image positive, car elle est vraiment positive. Voilà. Alors, c'est pas que de la découpe, si je puis dire, être boucher. Il y a aussi quand même la prestation de service à côté. Est-ce que vous voulez nous en dire plus? Oui, alors avant la découpe, le métier de boucher, alors si on remonte des années en arrière, on allait acheter les bêtes sur pied, on passait par la partie abattoir qui ne plaisait pas à tout le monde. Voilà, notre métier a évolué. Maintenant, on achète pour beaucoup des carcasses. Donc notre premier savoir-faire, c'est de savoir choisir une carcasse selon les différents critères qu'elle peut avoir. Et ensuite, voilà, il faut savoir la préparer, la faire maturer avant, si besoin est, la préparer, la découper. Il y a une règle pour la découper. Voilà, il y a des fibres musculaires qui doivent être cassées pour certains morceaux pour qu'ils puissent être tendres, pour que le client puisse prendre un grand plaisir à la manger. Voilà, ça c'est notre rôle, et ça fait partie aussi du rôle de formateur d'expliquer ça aux jeunes, ainsi que les maîtres d'apprentissage qui sont très qualifiés pour ça. Donc effectivement, le métier a su s'adapter aux nouvelles attentes du consommateur qui veut une viande de meilleure qualité parce qu'elle est devenue aussi peut-être un petit peu plus chère. Donc c'est vraiment un métier qui, de ce côté-là, a su s'adapter. Et je pense qu'on ne le dit pas suffisamment. Vous avez évoqué également la question de la féminisation. On peut peut-être faire une parenthèse sur quand même un élément de fierté pour l'Institut des métiers, pour vous-même, évidemment pour les jeunes, les entreprises qui les employaient. Mais l'année dernière, nous avons pu avoir 2 finalistes, 2 lauréates d'un des meilleurs concours, enfin d'un des meilleurs apprentis, du concours d'un des meilleurs apprentis, je vais y arriver, boucher de France. Et donc voilà, et puis que pour la 2e année consécutive, on a aussi eu la première place au niveau du MAF, donc meilleur apprenti de France au niveau de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc c'est aussi cocorico si je puis dire, mais voilà, il faut quand même le souligner. Et on a peut-être gagné aussi quelque part la confiance du tissu de la boucherie, puisque, si vous le savez peut-être, pour vous qui nous regardez, nous allons organiser et accueillir en avril prochain, en avril 2021, le 11 et 12 avril, la finale nationale du concours un des meilleurs apprentis de France en boucherie. Et ça, on est particulièrement fiers pour l'établissement. Les qualités qui sont finalement attendues de la part d'un boucher en formation, et je dirais même au-delà, une fois qu'il est formé, quelle est la première ou les premières qualités que vous attendez, vous, en tant que formateur, et que quelque part l'entreprise attend aussi? Alors, la première qualité qu'on attend, c'est le courage. Voilà. Alors, notre travail, c'est vraiment améliorer au niveau des conditions. Je fais une parenthèse sur l'Institut des métiers. On a un des plus beaux laboratoires de France. On a un laboratoire de 200 mètres carrés avec des tables qui sont adaptées à chaque hauteur de personne. Je ne sais pas si on peut dire comme ça, mais voilà. Elles sont très bien conçues. Voilà. La première qualité, c'est vraiment d'être courageux, parce que donc on a des stations debout qui sont à répétition. Même si on porte moins de charge, il faut quand même qu'on soit capable de garder une attention régulière, parce qu'on a quand même des outils qui sont tranchants. Et puis après, comme disait mon collègue, on recherche de la ponctualité également. Voilà, ça c'est un critère. On ne peut pas arriver en magasin après l'heure d'ouverture. Donc c'est pareil pour un cours pratique, pour un cours théorique. Voilà. Les clients n'attendent pas, ce qui est normal. Donc on se doit d'être ponctuel et d'être courageux. Après, j'en reviens, excusez mon collègue, je ne sais pas si c'est une qualité, mais c'est une chance. Il faut juste être passionné de ce qu'on fait. Si vous aimez la viande, si vous aimez manger, venez découvrir la formation en boucherie. Ça risque vraiment de vous plaire. Voilà, et changer l'image que vous en aviez. Voilà. Un boucher sait travailler la carcasse, mais il sait aussi donner des conseils culinaires.
Alors après, on s'appuiera sur les compétences de nos collègues pour la partie vin, qui est importante pour accompagner la viande. Mais voilà, on se doit de savoir cuisiner au minimum et être capable de conseiller un client en prenant un raccourci. Voilà, on ne va pas former quelqu'un qui va faire Top Chef. On va par contre être capable de conseiller à notre client pour qu'il puisse... si nous, on a sublimé un morceau, il faut que lui, il arrive à le sublimer aussi en le faisant cuire. Et ça, c'est vraiment très, très important. Voilà, ça, c'est une nouvelle donne à prendre en compte. Voilà. Alors donc du coup, c'est la passion. Alors on n'a peut-être pas Top Chef, mais on a une Top Boucher dans l'établissement, on peut Ouais. le dire. Il y a peut-être aussi, j'ajouterais la précision quelque part, parce que le métier aussi, la représentation qu'on en avait, qui était peut-être en gros, on dégrossit la carcasse, ça a aussi évolué. On est quand même sur un métier de précision et de dextérité, et contrairement à un peu ce qu'on peut penser. L'expression populaire, il a travaillé comme un boucher, en fait, en l'occurrence, ne se vérifie absolument pas lorsqu'on exerce le métier de boucher. Plus du tout. Voilà, on est en 2020. Dans les années 80, effectivement, on était qualifiés comme des vendeurs de viande. Années 90 également. Années 2000, à partir des années 2000, je dirais qu'on est des vendeurs également de plaisir. Manger un morceau de viande, c'est juste quelque chose, c'est une chance déjà de pouvoir manger de la viande. Et nous, on est passionnés par la carcasse, mais on est passionnés par l'animal vivant aussi. Voilà. Effectivement, il y a une partie qui plaît moins à certaines personnes, la partie abattage, mais il faut savoir que nous, on est dans le respect de l'animal et on apprend à nos jeunes, à l'Institut des métiers et leur maître d'apprentissage aussi, qu'on respecte la carcasse autant que l'animal vivant. Voilà. On se doit, l'éleveur a fait un gros travail en amont, nous, on se doit d'être très bons et donc de perfectionner notre travail. Il existe beaucoup de formations. Nous-mêmes formateurs, on se forme régulièrement pour augmenter notre niveau de compétence. Et comme je dis, plus un formateur est bon, plus les apprentis seront bons. Donc voilà. Vous avez raison de le dire parce que vous-même, vous étiez lundi, mardi en formation à l'ENSMV, l'École nationale supérieure des métiers de la viande à Paris. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir pu très rapidement regagner le plateau aujourd'hui pour pouvoir être sur cette émission en direct. Est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement comment se déroule la formation, je dirais pratiquement, comment vous organisez un cours de pratique avec les apprentis ? Alors un cours de pratique, on peut avoir plusieurs façons de le préparer. On peut le préparer en amont, en théorie, voilà. Mais il faut avouer qu'on a un public qui aime être en laboratoire avec nous. On a un contact certainement différent qu'ils avaient avec leurs professeurs. Moi, je suis pas un prof, entre guillemets. Je suis un formateur, donc je partage le même métier, la même passion qu'eux. Donc on a une relation un peu privilégiée avec eux. Donc nous, en fait, on va travailler, on se fait prêter de la matière première. On a un partenaire viande qui est juste exceptionnel, qui nous aide à, je ne sais pas si j'ai le droit de le citer. Non. Bon, désolé, mais pour lui. Mais bon, voilà. Il se reconnaîtra. Oui, il se reconnaîtra. On a des partenaires viande qui nous prêtent régulièrement ce qu'on a besoin pour nos apprentis. La première année, on leur fait des démonstrations pour qu'ils puissent acquérir une certaine connaissance. Ensuite, ils retournent en entreprise pendant 3 semaines et là, leur maître d'apprentissage augmente leurs compétences et petit à petit, c'est eux qui vont nous démontrer leur savoir-faire, ce qu'ils ont appris et nous, on va les juger et les corriger au besoin pour qu'ils puissent obtenir leur examen et bien suivre le référentiel du CAP ou du brevet professionnel qui est totalement différent. Voilà. Et pour réagir un peu à votre question de tout à l'heure, le brevet professionnel s'oriente pour des personnes qui veulent être hautement qualifiées. Donc, on demande une très grande précision du geste. Donc, on n'est plus des vendeurs de viande, on est vraiment des vendeurs de plaisir parce qu'on est capable de sublimer une côte de bœuf et vous ne trouverez aucun défaut dessus. Elle sera extrêmement tendre grâce à l'éleveur, mais grâce aussi à notre technique. Pareil pour des roast beef, pareil. Voilà. Notre métier a vraiment changé et c'est pour ça qu'il y a de plus en plus de filles qui viennent également pratiquer ce beau métier, parce qu'elles ont une approche du métier qui est différente de nous, les hommes, et elles ont une petite touche féminine pour la décoration, pour le ficelage, pour la présentation en vitrine, parce que moi j'ai toujours appris, on m'a toujours expliqué que un morceau bien présenté, il est à moitié vendu, et voilà, on m'a expliqué ça il y a 25 ans, et ça s'avère toujours vrai. Par contre, il est plus compliqué de nos jours, étant donné que la viande est plus chère qu'avant, et que les gens, le pouvoir d'achat a baissé, il est quand même plus compliqué de vendre de la viande, donc il faut être extrêmement bon. Mais ça, si vous venez à l'Institut des métiers, on est capable de vous apprendre à devenir extrêmement bon. Voilà, c'est facile. Sans aucun doute. Alors, on voit clairement que vous êtes passionné par votre métier, à la fois de boucher, mais aussi le métier de formateur. Qu'est-ce qui pourrait donner finalement envie à un candidat de pouvoir intégrer une formation en boucherie, CAP ou brevet professionnel, et évidemment d'intégrer l'Institut des métiers ?
Alors l'intégrer à l'Institut des métiers, moi je vous le conseille vivement, pour avoir fait le tour de pas mal d'instituts pour aller jurifier. Pour moi, on a juste le plus beau outil de travail de France. Je sors de Paris, ils n'ont pas la chance d'avoir ce qu'on a. Voilà, un laboratoire de 200 mètres carrés avec un coin cuisine et des tables qui s'adaptent à toutes les tailles, avec une luminosité exceptionnelle. On a quand même la lumière du jour. J'ai jamais vu ça. Donc, moi, je suis plus que content. Voilà. C'est des conditions de travail qui sont très, très parce que vous êtes sous contrat avec l'Institut. Non, et c'est pas parce que la personne qui est à côté de moi me paye. Hein, voilà, non, c'est juste exceptionnel. Après, donc pour répondre à votre question, qui était, je l'ai avalé. Qu'est-ce qui pourrait donner envie finalement à un candidat d'intégrer une formation en boucherie? Je savais que j'allais faire une petite boulette. Venir intégrer la boucherie, en fait, c'est simple. On est en 2020. Notre pays va pas très bien. Moi, je peux vous garantir que le chômage, je sais pas ce que c'est. Voilà, j'ai bientôt 42 ans. Je le dis doucement. Voilà, depuis l'âge de 16 ans, je travaille. Voilà, même si demain, je devais quitter mon labo exceptionnel, j'ai du travail tout de suite. Voilà, des entreprises qui nous contactent parce qu'ils cherchent désespérément des bouchers. J'en ai toutes les semaines. Et je vais donner un exemple plus que concret. Tout à l'heure, j'ai un ancien apprenti qui est passé me voir quand j'étais sur ma plage de laboratoire. Et voilà, il m'a dit, voilà monsieur, il y a 2 ans j'étais ici, je viens de racheter une boucherie, je cherche un ouvrier, je cherche également un apprenti, est-ce que vous pouvez m'aider? Voilà, donc ça on en a régulièrement. Donc chômage zéro, métier exceptionnel, donner du plaisir aux gens. Moi je trouve que c'est facile, c'est facile comme métier. Voilà, il faut changer cette image. C'est très agréable surtout. Par rapport à la question effectivement, il n'y a pas de chômage dans ce secteur-là. On a énormément d'offres qui ne sont non pourvues encore aujourd'hui en boucherie. Donc on a des bouchers qui cherchent. Je crois qu'on est autour de 29 offres, si je ne dis pas de bêtises, à cette heure. 29 offres de contrats d'apprentissage. Donc voilà, on manque d'apprenants à mettre en face. Et c'est effectivement un secteur dans lequel on sait valoriser et rémunérer les compétences qui sont acquises par ceux qui sortiront diplômés d'un CAP ou d'un brevet professionnel. Une petite touche supplémentaire pour... Vous parlez de la rémunération. J'imagine que si on a un public assez jeune qui nous regarde, la rémunération, oui, tout simplement, si vous êtes bon, vous gagnerez des sous. Voilà, je vais vous parler franchement. Aujourd'hui, un artisan qui a un boucher dans son effectif qui est très bon, il ne le laissera pas. Voilà, aussi bien, c'est un peu comme dans le sport. Hein, il faut être bon, donc il faut bien avoir appris son métier, il faut bien avoir écouté à l'école, à l'institut, voilà, ce que les formateurs expliquent, ce que les maîtres d'apprentissage expliquent, et vous deviendrez très bon et vous gagnerez de l'argent, voilà. Mais pas sans rien faire, donc il faut être courageux, voilà, c'est tout. Voilà ce que je vais rajouter. La boucle est bouclée par rapport à votre intervention. Merci Jean-Michel. Peut-être que nous avons des questions du côté d'Internet. Absolument, Monsieur Mirou, nous en avons 2, importantes. Suis-je obligé de privilégier un artisan comme employeur? D'une manière générale, pas que sur les métiers de boucher, mais... De privilégier un artisan par rapport à la grande distribution, j'imagine, c'est un peu le sens de la question. Par exemple. Nous, on forme au métier de boucher, donc très concrètement. Évidemment, le métier ne va pas s'exécuter de la même manière dans une grande distribution que dans une boucherie dite artisanale. Après, nous, on n'est pas fermé là-dessus. Encore une fois, on forme au métier de boucher. Et dans la grande distribution, comme dans l'artisanat, il y a, je dirais, tout à y apprendre. Et c'est complémentaire, finalement, d'avoir fait sa formation dans une grande distribution. Ça pourrait être complété, du coup, c'est aussi l'objectif du CFA, c'est de compléter la formation qui est faite en entreprise. Je n'ai pas insisté suffisamment là-dessus. Je rebondis sur votre question, pour le coup, parce que ce qui est l'ADN de l'Institut des métiers, c'est l'alternance. On travaille avec l'entreprise, quelle que soit l'entreprise. Notre objectif, c'est de compléter cette formation qui est délivrée par l'entreprise. Avec ce complément, on parfait, je dirais, les compétences qui sont acquises par le candidat, par l'apprenti, pour l'objectif effectivement d'acquérir, de valider un diplôme, mais surtout d'acquérir des compétences. Et l'objectif, cette alternance, ce lien entre le CFA et l'entreprise, il permet finalement de compléter ce qui peut être perçu comme, je dirais, on ne va pas se mentir, une différence entre la grande distribution et l'artisanat, elle est un peu cultivée, mais très concrètement, nous, ce qui nous intéresse, c'est le métier de boucher. Et quelque part, la grande distribution a aussi compris qu'ils ont intérêt, dans la notion de service aux clients, à développer la partie boucherie artisanale. Donc, quelque part, les deux mondes vont s'imbriquer. Ce qu'il faut être concret, c'est les compétences de boucher, quel que soit le lieu d'exercice. Et nous, on est là pour accompagner l'entreprise comme l'apprenant. Très bien. Une question plus générale. Je suis senior et je souhaite me former en boulangerie-pâtisserie. Est-ce possible? Senior, c'est ça que vous avez dit? Senior, exactement. En boulangerie? En boulangerie-pâtisserie, justement. Qu'est-ce qu'on appelle senior, pour le coup? Il ne le dit pas. La précision. Il n'y a pas de limite d'âge pour se former, je vous dirais.
Vous pouvez vous former dans le cadre d'un contrat d'apprentissage jusqu'à 30 ans, mais on fait également de la formation pour adultes. Donc il y a tout à fait possibilité de se présenter à notre porte et de pouvoir étudier avec vous de façon particulièrement individualisée et de vous proposer un parcours personnalisé de formation. Si l'objectif c'est d'acquérir des compétences, on est totalement là. Si c'est de vous présenter aussi un examen type CAP boulanger par exemple, on est également présent pour pouvoir vous accompagner. N'hésitez pas, on a un service formation continue qui vous répondra et vous accompagnera dans cette démarche-là. Il n'y a pas d'âge pour apprendre et à changer. Et je dirais qu'on a quand même quelques parcours emblématiques où on a eu des changements de carrière. On a pu connaître des apprenants qui étaient diplômés de philosophie ou qui étaient ingénieurs et qui ont décidé, d'ailleurs un peu plus avec le déconfinement, parce qu'on a pu découvrir des vocations alternatives, comme je le dis, et qui ont pu finalement pousser la porte de l'Institut des métiers pour pouvoir être accompagnés sur ce projet de reconversion. Alors la personne nous dit qu'elle a plus de 50 ans. Eh bien, c'est pas grave. C'est tout à fait possible. On a déjà eu des candidats, et on en a d'ailleurs. Donc, là, il n'y a pas de limite d'âge, encore une fois. À partir du moment où la personne est en capacité d'apprendre, il n'y a pas de souci. Merci. Je vous en prie. Merci, Monsieur Montorier, du coup, pour ces précisions-là. Donc, je vais peut-être quand même refaire un petit focus sur les diplômes dans le secteur des métiers de bouche. Donc, nous avons la pâtisserie qui peut se faire au travers d'un CAP. Également, nous avons la boulangerie au travers du CAP. Les métiers du chocolat, on peut les appeler peut-être comme ça, avec le CAP également chocolatier ou le brevet technique des métiers, le BTM. Vous pouvez également faire une formation, on l'a dit tout à l'heure, donc en boucherie, en CAP boucher et BP boucher, brevet professionnel boucher, et sur les métiers de charcutier traiteur au travers d'un CAP ou d'une mention complémentaire. Je vous propose maintenant de découvrir une nouvelle séquence vidéo qui va être celle qui va mettre en avant la filière des métiers de la vente et du commerce. On se retrouve dans 2 minutes pour pouvoir accueillir nos nouveaux invités. À tout à l'heure. Depuis septembre 2018, j'accompagne Myriam qui suit son enseignement à l'Institut des métiers. Je m'appelle Myriam, cela fait maintenant 6 ans que je fais de l'alternance. J'ai actuellement 22 ans, j'ai commencé l'alternance à mes 17 ans. Actuellement, je suis en BTS négociation et digitalisation de la relation client. J'ai été mise en relation grâce à l'Institut des métiers, donc avec la Matmut. Et je peux saluer aussi le sérieux de l'Institut des métiers qui déjà, de par une présélection, nous a permis d'avoir une candidate. J'ai suivi un entretien, plusieurs entretiens d'embauche. Le recrutement était assez costaud, si je peux dire. Et elle nous apporte beaucoup, notamment par sa jeunesse, tout d'abord, sa fraîcheur, sa façon de voir le travail qui est différente de la nôtre. Alors il faut de la motivation, de la détermination et surtout de l'envie. Forcément, il y a certaines contraintes, c'est compliqué d'allier justement les cours, le travail. C'est pas fait pour tout le monde l'alternance, mais c'est justement quelque chose de très valorisant, autant pour l'apprenti que pour l'entreprise aussi, je pense. Elle est très consciencieuse et nous apporte beaucoup au quotidien et nous espérons l'aider dans son apprentissage de la vie professionnelle. Pour moi, je suis totalement convaincue par l'alternance. Ça permet d'allier justement la théorie à la pratique et tout cet échange avec des personnes qui ont de l'expérience à nous apporter au quotidien, c'est forcément que bénéfique. Donc nous avons avec notre équipe un partage d'expérience, un partage d'avis qui est enrichissant. L'année prochaine, j'ai comme projet de continuer les études toujours en alternance pour pouvoir passer un bachelor, donc pour me spécialiser dans le métier de l'assurance et la banque, et j'aimerais bien justement continuer à la Matmut. Nous revoici, donc je suis accompagné cette fois-ci par Valérie Métro, qui est chef de secteur sur les métiers du commerce et de la vente, ainsi que du soin et service à la personne, qui va nous accompagner pendant ces 2 plateaux, et ainsi que Danielle Revel, qui est formatrice en pratique professionnelle sur le commerce et la vente. Je vous propose, Monsieur Métro, peut-être de nous présenter votre secteur, vos 2 secteurs, sur qu'est-ce qu'on y fait comme formation et comment ça se déroule. Avec plaisir. Donc le secteur vente est un secteur qui compte environ 350 à 380 apprentis chaque année, répartis sur 6 diplômes qui vont du CAP au BTS. Alors sur le CAP, on est sur le CAP employé polyvalent de commerce, qui est un nouveau CAP qui regroupe l'ancien CAP vente et l'ancien CAP magasinier. On a la mention complémentaire VSEA qui se fait en 1 année à l'issue d'un CAP vente
pour des jeunes qui veulent se spécialiser dans la vente de produits alimentaires. On a 2 formations en bac pro, le bac pro métier du commerce et de la vente et le bac pro métier de l'accueil, et 2 BTS, le BTS MCO, management commercial opérationnel, et le BTS NDRC, négociation, digitalisation de la relation client. Vous m'en direz tant. Voilà, donc c'est un secteur qui affiche des taux de résultats aux examens qui sont excellents. On est sur 95% de réussite en moyenne sur l'ensemble des niveaux, avec des pointes à 100% sur de nombreux diplômes, notamment en bac et BTS. Voilà, c'est un secteur qui, malgré la situation économique, reste dynamique, avec de nombreuses offres d'apprentissage, que ce soit en CAP, en bac pro ou en BTS. Donc aujourd'hui, si des jeunes nous écoutent et veulent postuler à l'Institut des métiers sur ces métiers-là, il y a possibilité de les accueillir. Et il y a des offres d'apprentissage. Exactement, tout à fait. On y reviendra tout à l'heure effectivement pour détailler celle-ci. Mais il y en a un certain nombre qui ne sont pas encore pourvus et qui demandent à trouver le candidat ou la candidate idéale pour l'entreprise qu'ils recherchent. Je me propose de m'adresser à vous, donc du coup Agnès Revel. Merci de nous avoir rejoints. Vous évoquiez tout à l'heure, Valérie Métro, 2 formations sur lesquelles on voudrait faire un petit focus avec vous, à savoir les BTS, MCO et NDRC. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être un peu, pour moi et pour les internautes qui nous regardent, quelle est la différence concrètement entre les 2 formations ? Oui, alors le BTS MCO, Management commercial opérationnel, le C de commercial est important puisque cela veut dire que le client va se déplacer dans l'unité commerciale, d'ailleurs qu'elle soit physique ou virtuelle. Tandis que pour le BTS NDRC, négociation, digitalisation de la relation clientèle, le terme négociation là a de l'importance puisqu'on est sur une logique de prospection, ce qui veut dire que c'est le commercial qui va aller à la rencontre du client. Voilà. En revanche, il faut ne plus penser à l'image du commercial terrain qui pouvait un petit peu forcer la porte d'entrée du client. On est aujourd'hui sur une logique de portefeuille client qu'on accompagne et donc ce commercial ne fera pas de la vente forcée mais sera là pour écouter les attentes et les besoins, que ce soit en BTS MCO ou en BTS NDRC. Dans NDRC, on parle de digitalisation. Alors c'est effectivement peut-être un terme qui est très à la mode aujourd'hui, de par le contexte que nous vivons. Concrètement, ça se matérialise comment dans cette formation-là? Et est-ce que ça veut dire que le MCO n'est pas digitalisé, ou il n'y a pas de part de digital dedans? Alors les 2 BTS sont bien, j'allais dire, digitalisés. On a eu 2 rénovations à la suite. Le premier, c'est le BTS NRC, qui s'est transformé en NDRC. Et justement, nous avons des blocs de compétences, puisqu'aujourd'hui, dans le domaine professionnel, nous parlons bien de blocs de compétences et d'acquisition de critères professionnels. Et donc le digital fait bien partie de la formation. Et d'ailleurs au même titre que le MCO, qui lui a été rénové en 2019. Et là également, nous avons 2 blocs professionnels. Et dans ces 2 blocs professionnels, on parle bien évidemment de la relation clientèle nouvelle, où on dit bien que le client aujourd'hui est expert. C'est-à-dire qu'en fait, notre conseiller ne va pas faire la différence sur sa connaissance produit, parce que le client, quand il arrive dans le point de vente, on sait même davantage, voire plus, que le conseiller. Donc c'est plutôt dans le processus de vente qui fait appel aux outils digitaux que le conseiller va faire la différence. Donc véritablement, ces 2 diplômes, effectivement, intègrent la variable digitale. Alors, ce qui me pose une question qui vient tout de suite à moi, c'est finalement quelles sont les qualités professionnelles qu'on attend d'un bon commercial? Oui, alors il y en a plusieurs. Moi, je vais faire un focus sur une seule, le savoir-être. Alors aujourd'hui, on a beaucoup d'entreprises partenaires et on est en contact avec ces structures et elles nous disent toutes la même chose, c'est l'élément comportemental qui va compter. L'élément comportemental, ça veut dire quoi? Ça veut dire le savoir-être, ça veut dire l'intelligence émotionnelle, ça veut dire qu'en fait, la seule qualité qu'il faut avoir, c'est le sourire. Après, pour l'expertise, ça on apprend. En revanche, si on a effectivement un blocage au niveau comportemental, pour faire du commerce, ça peut être effectivement une difficulté. Et permettez-moi, j'ai un proverbe chinois, alors je ne sais pas si vous parlez de la Chine en ce moment, mais peu importe, je tente. On a un proverbe chinois qui dit « Celui qui ne sait pas sourire ne doit pas ouvrir une échoppe ». Je crois que tout est dit. Venez avec votre sourire, venez à l'Institut des métiers, et nous, j'allais dire, on fera le reste.
Eh bien, en gros, vous êtes en train de me dire qu'un bon vendeur, ce n'est pas celui qui peut vendre n'importe quoi à n'importe qui. Ça va bien au-delà de cela, dans la relation et dans la question du sourire et de l'expertise qui doit être derrière l'acte de vente, finalement. Oui, c'est ça. La connaissance technique, produit, clientèle, ça s'apprend. Et nous, on est là. Alors, à l'Institut des métiers, ce qui va nous différencier des autres, c'est qu'au niveau de l'équipe pédagogique, nous sommes tous des anciens professionnels terrain. Donc ça veut dire que moi, j'ai été en face de clients, mes collègues aussi, et on sait comment ça se passe. Et ça, c'est une grande plus-value, parce que nos apprentis nous font confiance du coup. Et de ce fait, eh bien, nous sommes plus crédibles. Et effectivement, dans, j'allais dire, l'acquisition des connaissances, eh bien, on arrive à être plus crédible. Donc c'est vrai, je pense qu'un commercial peut tout vendre, mais il faut qu'il le fasse bien. Et surtout, M. Mirou, ce qui va compter, c'est qu'il faut qu'il soit bien formé. Exactement. Et voilà. Effectivement, vous l'avez dit, je ne l'ai pas précisé tout à l'heure dans la présentation de l'établissement, mais tous nos formateurs professionnels, tous secteurs confondus, sont d'anciens professionnels. Ça n'a pas de sens, effectivement, pour nous, que de former sur des métiers pour lesquels les formateurs n'auraient même pas mis éventuellement le pied dans une échoppe, pour prendre votre terme, dans la pratique professionnelle concrète. Pour nous, c'est capital. On ne recrute que des professionnels qui ont une expérience de pro et qui ont une appétence, et qui ont su développer cette appétence pédagogique, parce que c'est aussi important pour nous d'avoir des formateurs à la fois pédagogues, évidemment, et professionnels. C'est extrêmement important. Vous le dites, effectivement, c'est aussi un point de notoriété de l'établissement, c'est que l'acquisition de ce qu'on appelle les soft skills, tous les comportements qui sont en parallèle, si je puis dire, de la formation, est très attendu par les entreprises. C'est aussi notre force et notre plus-value à l'Institut des métiers, et qui est reconnu également par, on en parlera peut-être tout à l'heure, mais par d'autres écoles qui prennent des apprentis en suite de formation après le BTS que l'on propose. Et on aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure, mais c'est notre plus-value qui est bien mise en avant sur la place. Oui, tout à fait. Il est intéressant de noter qu'aussi, au niveau de la formation, on a mis en place des ateliers professionnels. Et nous faisons intervenir des entreprises. En l'occurrence, sans nommer l'entreprise qui va intervenir dès la semaine prochaine d'ailleurs, c'est un chargé de professionnalisation dans un grand groupe. Ce qui veut dire qu'on ne se limite pas à nos propres connaissances, mais véritablement, on ouvre cette formation aux entreprises. Et il y a une plus-value incroyable, voilà, en termes de crédibilité. Et vraiment, on veut travailler cette image professionnelle, cette identité professionnelle avec notre jeune, parce qu'on sait que c'est ce qui va faire la différence demain au niveau de l'emploi et au niveau effectivement du recrutement. C'est pas cloisonné entre le CFA et l'entreprise, c'est clair qu'il doit y avoir ces rendez-vous croisés où l'entreprise vient aussi à l'Institut des métiers pour pouvoir crédibiliser davantage le discours que l'on tient en termes de formation professionnelle. Je vous rejoins là-dessus. Dans quel type d'établissement finalement on peut exercer lorsqu'on est formé ou lorsqu'on se forme sur du BTS MCO ou NDRC ? Alors, si type d'établissement veut dire forme de commerce, je vous répondrai, on peut effectivement réaliser son apprentissage dans le commerce indépendant. Il ne faut pas l'oublier. Sur le secteur vente, ils sont nombreux, les apprentis, à être dans des structures chez des commerçants indépendants, secteur du textile, de la chaussure, du sport par exemple. Donc, on ne les oublie pas. On a également effectivement d'autres formes de commerce, plus en réseau. Et de ce fait, ces réseaux sont rattachés à des secteurs d'activité. Alors, secteurs d'activité très variés au niveau des BTS commerciaux. Ça va être de toute façon de la distribution, c'est clair. De la distribution de produits alimentaires, mais pas que. Il y a aussi, alors qui dit alimentaire, excusez-moi, dit grande distribution, c'est une évidence. On a aussi de la distribution sur du produit spécialisé. On parlera là d'ailleurs de grandes surfaces spécialisées. Ça peut être sur le secteur du sport, donc articles de sport. Ça peut être sur le bricolage, absolument, sur le textile, sur la chaussure, je les nomme à nouveau. Voilà, ces secteurs qui sont très variés. Bien entendu, on est là sur du produit. Il y a aussi le secteur des services, qui est très porteur aujourd'hui. Alors, le secteur des services, ça va être, pourquoi pas, la téléphonie. Ça va être le secteur de l'assurance. De l'immobilier. De l'immobilier, tout à fait. Que sais-je, enfin voilà, c'est très varié. Petite variable, j'allais dire, par rapport au BTS NDRC, en plus de ces secteurs que je viens de nommer, vous avez la partie production. C'est-à-dire qu'un BTS NDRC peut se faire dans une entreprise qui va fabriquer ses produits. Voilà. Aujourd'hui, on a une apprentie qui travaille dans une usine, non loin d'ici, qui fabrique de la pâte à tartiner. Voilà. Donc, ils fabriquent de la pâte à tartiner. Et ils la revendent en circuit court ou en circuit long, dans la grande distribution. Mais en tous les cas, voilà, c'est un commercial terrain qui vraiment agit auprès de sa clientèle. Du coup, quels sont les débouchés ? Je pense nombreux.
Alors, il faut vous dire une chose, c'est que depuis quelques années, moi ça fait la 17e année et 17e rentrée que je fais à l'Institut des métiers, il y a eu un véritable changement depuis 3-4 ans. C'est-à-dire qu'avant, ce BTS, qui voulait dire brevet de technicien supérieur, ça voulait dire qu'en 2 ans, on formait nos jeunes sur de l'opérationnel. Qui dit opérationnel dit terrain. Avec le BTS en poche, on allait chercher un emploi. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Plus de la moitié de l'effectif va poursuivre en études supérieures. Alors vers quelle direction? Ça peut être des écoles de commerce, ça peut être à la faculté, avec effectivement une spécialisation managériale, commerciale ou autre. Voilà. Donc premier débouché possible, poursuivre. C'est une évidence. Et aujourd'hui, sur le secteur du commerce, c'est un atout pour plus tard. Deuxième possibilité, nos jeunes sont souvent employés et restent dans les entreprises d'apprentissage. Alors ça nous pose un petit problème, parce que ça veut dire que l'entreprise ne va pas recruter un nouvel apprenti. Mais ça veut dire aussi une chose, ça veut dire que ce jeune a tellement bien évolué qu'on l'a gardé. Donc c'est le bon côté de la chose. Donc effectivement, un taux d'employabilité qui est élevé. Et de plus en plus, il faut bien le dire, ces 2 BTS, de par d'ailleurs les enseignements professionnels et l'enseignement général aussi dispensé, permettent à nos apprentis de soit faire de la reprise, soit de la création d'entreprises. Voilà. Et tout à l'heure, vous parliez du digital. Alors aujourd'hui, qui ne va pas créer son site marchand, qui ne va pas communiquer sur les réseaux sociaux pour faire connaître son business? Aujourd'hui, nos jeunes ont vraiment une âme d'entrepreneur. Et je trouve qu'ils sont très courageux. Voilà, et il y a beaucoup de réussite, beaucoup de réussite. Un jeune qu'on avait eu il y a 6-7 ans a monté son entreprise sur la communication digitale, vous voyez, et réussit très bien sur Paris. Donc on a vraiment des exemples de réussite sur le secteur vente que je représente aujourd'hui. Alors je vois qu'effectivement, et je pense que les internautes peuvent le constater par eux-mêmes, vous parlez avec passion de votre métier de formatrice. C'est un atout aussi pour l'Institut des métiers, je tiens clairement à le dire, et évidemment pour les apprenants et les entreprises qui choisiront de nous faire confiance et de côtoyer finalement votre jovialité, votre envie de transmettre cette passion-là. Vous avez raison de le dire aussi, il y a aussi à l'Institut des métiers la volonté de ne pas s'arrêter à la sortie de formation. Il y a vraiment la volonté de suivre les apprenants derrière, alors, au travers effectivement d'associations qui existent, l'association Impact par exemple, mais également dans la volonté aussi de développer le suivi de l'insertion post-formation de façon à terme généralisée au niveau de l'établissement, et pourquoi pas d'ailleurs, c'est un projet qui est un petit peu dans les cartons, d'avoir une association des anciens élèves de façon généralisée sur l'établissement. Mais l'idée c'est, encore une fois, on vous accompagne, on a accompagné votre entreprise dans votre formation et on ne vous lâche pas une fois que le diplôme est obtenu, ça va au-delà de cela. Parce que vous avez aussi su tisser des liens, et je pense que vous ne me contredirez pas là-dessus, assez forts avec les apprenants qui ont pu vous supporter, si je puis dire, mais en bien dans la formation, et évidemment ça renforce les liens derrière et le sentiment d'appartenance aussi à l'Institut des métiers qui est derrière. Oui. Après, Monsieur Métro ne peut pas préciser des taux de réussite qui sont entre 95 et 100% pour des moyennes académiques. Moi, je le tiens à le dire, sans s'enorgueillir, mais dire voilà, que la moyenne académique est à 63 et que du coup, ce delta, il repose sur beaucoup d'ingrédients. Et l'ingrédient, effectivement, qui compte aussi, c'est le fait qu'on veut qu'au CFA, ce soit une famille. Vous parlez de passion, on est là pour les passionnés, voilà, parce qu'on pense que ça va faire la différence demain. Voilà, j'aime mon métier, je vous le dis, et je veux que le commercial que je forme l'aime aussi, parce que ce sont des métiers de la relationnelle, où la communication interpersonnelle est très forte. Voilà, donc on veut que quand ils rentrent à l'Institut des métiers, et on compte sur vous les internautes pour venir nous voir, parce qu'il y a des offres effectivement à pourvoir, on veut que quand ils viennent chez nous, ils sentent la différence. Voilà, et cette différence, elle repose sur quoi? Sur une association, où on va créer une cohésion, où on va essayer de tisser des liens. Effectivement, au travers de cette association, on va réaliser des opérations commerciales, déjà pour effectivement... le financement, voilà, absolument, pour se financer et pour avoir de l'expérience, qui aboutit à un voyage, vous voyez, un voyage culturel. C'est aussi voir l'apprentissage autrement. Ça veut dire que là, je me transforme, non pas, je ne suis plus la formatrice, mais l'accompagnatrice, voire même le salarié qui accompagne un groupe de salariés pour passer effectivement du temps ensemble et pour pouvoir échanger. Voilà, la différence repose sur tous ces détails, mais qui, au final, je pense, je le crois, font une grande différence. Les ingrédients dont vous avez parlé, effectivement, qui font la belle recette du coup derrière de cette formation qui sera suivie à l'Institut des métiers.
Mais écoutez, je vous remercie Agnès Revel. Je pense qu'encore une fois, avec passion, vous avez su transmettre l'idée qu'il n'y avait pas d'autre voie alternative, si je puis dire, à une formation, notamment sur les BTS, NDRC et MCO. C'est l'Institut des métiers et puis c'est tout. Voilà, mon message est clair, je crois. Voilà, je pense que c'est clair. Valérie Métro, est-ce que vous souhaitez apporter des précisions par rapport au secteur vente-commerce sur la présentation Mais compte tenu de la présentation d'Agnès Revel, je ne vois pas ce que je peux rajouter. Merci d'être venu pour le coup. Je crois qu'elle a tout dit. Je vais regagner mon domicile. Je viens de perdre mon emploi. Non, elle a tout dit et les mots de la fin sont très importants. Effectivement. Très bien, je vous propose maintenant de passer à un autre secteur. Ah non, les questions. Oui. On m'a dit qu'il y en avait plein en plus. Vous voyez, je vais aller un peu trop vite. Sophie, quelles sont les questions sur ce secteur commerce-vente? Alors, après une telle passion, une question plus terre à terre d'une jeune fille qui est actuellement en bac pro commerce et qui demande à partir de quand doit-on candidater pour entrer en BTS MCO? Alors, je vais peut-être répondre à cette question. Elle est actuellement en terminale, cette... C'est ce qu'elle nous dit, absolument. Voilà, donc elle peut se rapprocher de nous dès le mois de janvier-février, peut-être déjà dans un premier contact téléphonique, et ensuite nous l'aiguillerons sur le site de l'Institut où elle candidatera en ligne et où elle intégrera ensuite tout un processus de sélection. Alors je ne sais pas si je développe le processus de sélection. On va le préciser tout à l'heure, effectivement. Ou on le précisera tout à l'heure, voilà. Mais qu'elle reprenne contact avec nous en janvier ou février, ce sera en termes de timing très bien. Autre question, pour quelqu'un qui actuellement est en recherche d'un BTS MCO, est-ce que c'est encore possible ? C'est encore possible, bien entendu. Alors évidemment, on est un petit peu plus dans l'urgence à la fin du mois de septembre, mais c'est encore possible. On a des capacités d'accueil à l'Institut des métiers qui ne sont pas encore saturées, et on a des offres. Donc le processus est très simple. Il faut se rendre, j'allais dire immédiatement, ou en tout cas très rapidement. Si ce n'est pas déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait, sur le site internet de l'Institut, il y a un lien qui permet de candidater en ligne. Donc il faut créer un dossier, fournir des pièces, les pièces habituelles, CV, lettre de motivation, bulletin des années passées. Le dossier sera étudié, j'allais dire, dans des délais très rapides. Et si le dossier est retenu, il s'en suivront 2 entretiens de recrutement. Et à l'issue des entretiens, la candidature sera validée ou non. Et éventuellement, donc, si elle est validée, il y aura une orientation vers les offres d'apprentissage que l'on a en stock et qui ne sont pas pourvues encore aujourd'hui. Parfait, merci. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous propose de passer au 5e secteur d'activité de l'Institut des métiers, qui est celui des soins et services à la personne. Pour cela, nous allons visionner une autre et la dernière vidéo. On se retrouve dans 2 minutes. Aurélie Dejoux, gérante des 4 instituts Body Minute sur la région clermontoise, Cournon, Rion, Landes et Issoire. Je m'appelle Chloé Faure, j'ai 23 ans. Je prépare un BTS esthétique en alternance ici à Body Minute. Mon parcours scolaire est un petit peu compliqué. J'ai commencé par un bac général scientifique. Je voulais devenir kiné, donc j'ai fait une première année de médecine. Il a fallu que je me réoriente, trouver quelque chose qui me plaisait tout autant. Chloé est avec nous depuis 3 ans. Elle a commencé par le BP en alternance pour poursuivre avec un BTS pour peaufiner son apprentissage. Donc j'ai commencé par un CAP en 1 an qui m'a permis de découvrir le métier. Dans cette formation, j'ai fait quelques stages et j'ai pu en fait vraiment tomber amoureuse de ce métier. Elle est très studieuse. Je pense qu'elle est d'ailleurs la meilleure élève de sa classe. Je l'espère. J'ai été très bien accueillie ici. Elle est très investie et très minutieuse dans son travail. Body Minute m'a tout de suite accueillie. On m'a tout de suite mis en fait avec les clientes pour pouvoir vraiment pratiquer, être au cœur du métier. Je prends des apprentis parce que quand elles commencent chez moi, elles ont les mains toutes neuves. Donc du coup, on peut les former. L'apprentissage m'a permis vraiment de peaufiner ma technique. L'esthétique, c'est un métier de pratique avant tout. Et que pour moi, si elles vont simplement à l'école, ça ne fera pas des bonnes praticiennes. Donc plus elles pratiqueront, meilleures elles seront. Et en même temps, on est dans le cœur du métier, on pratique vraiment, on est avec les clientes et ça permet d'avoir une expérience aussi. Alors mes rapports avec l'Institut des métiers sont très bons. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai choisi cette école, puisque ça fait 10 ans que je travaille avec eux. C'est des personnes qui sont très humaines, très ouvertes, avec qui on peut échanger très facilement. Ma tutrice m'a vraiment permis de peaufiner toute ma pratique, en même temps de voir les protocoles ici et elles m'ont permis aussi de partir en formation
pour vraiment être une vraie bodyguard. Bah, moi, si elle veut rester chez nous, c'est avec plaisir. Déjà, elle va continuer son BTS sur la 2e année et puis ensuite, elle verra ce qu'elle veut faire par la suite. Les conseils que je pourrais donner pour un futur apprenant, c'est vraiment d'avoir envie de travailler, de faire de sa passion son métier et de se donner à fond. Oui, c'est nos salariés pour l'avenir. Et bien voilà, c'était la dernière séquence vidéo pour présenter ce nouveau secteur qui est celui des soins et services à la personne. Alors qui de mieux que le chef de secteur pour pouvoir en parler plus en détail. Je vous laisse la parole, Valérie. Merci. Donc le secteur des soins et services à la personne est un secteur qui compte environ 250 à 270 apprenants qui se répartissent sur 10 diplômes environ. Alors la particularité de ce secteur, c'est il se scinde en 4 sous-secteurs. Le sanitaire et social avec 2 diplômes, le CAP AEPE et le Bac Pro ASSP. CAP AEPE, accompagnant éducatif de la petite enfance, nouvelle appellation du bien connu CAP petite enfance. Le Bac Pro ASSP, accompagnement soins et services à la personne, qui peut se faire en 2 ou 3 ans, la plupart du temps dans des structures type EHPAD, clinique, éventuellement structure de petite enfance aussi. Après, on a le secteur de l'esthétique avec 3 diplômes, le CAP, le brevet professionnel et le BTS. Chacun de ces diplômes se fait en 2 ans. Le CAP peut se faire en 1 année sur des parcours particuliers. On a la coiffure qui, elle, compte également 3 diplômes, le CAP, la mention complémentaire et le brevet professionnel. Et enfin, la prothèse dentaire avec 2 diplômes, le CTM, prothèse dentaire, qui est l'équivalent d'un CAP, et le BTM, prothèse dentaire, qui est l'équivalent d'un bac, on va dire, mais qui est le diplôme de référence dans la profession de prothésiste dentaire. Voilà, donc ce secteur-là affiche des taux de réussite moyens aux alentours de 95%. Ce qui est très honorable. Tout à fait, avec là aussi des pointes à 100% sur un certain nombre de diplômes, notamment là encore sur des bacs et des BTS et les BP. Voilà ce que je peux... En termes de besoins du coup du secteur. Alors c'est un secteur qui recrute, qui a des difficultés de recrutement sur certains métiers, par exemple la prothèse dentaire ou le sanitaire et social, où on a beaucoup de candidatures, mais pas suffisamment d'entreprises, malheureusement. Et à l'inverse, sur certains diplômes comme le BP esthétique, on a là une forte demande des entreprises et malheureusement pas suffisamment de candidats ou de candidates. Voilà à peu près ce qui est marquant, on va dire, dans le secteur. Sur la coiffure, on n'a pas de difficulté de recrutement et on a un bon équilibre entre candidature et entreprise et offre d'apprentissage. Très bien. Ce que je vous propose, c'est quand effectivement on évoque la question de l'offre et de la demande en termes de contrat d'apprentissage. Je vais me tourner vers Sophie Bruyère, qui est donc notre directrice du développement et de la relation client à l'Institut des métiers, un service qu'on a créé il y a quelques mois tout juste. Je vais vous laisser peut-être nous présenter cette nouvelle direction et quel est un petit peu son objet et son enjeu. Eh bien, le pôle développement a été créé en novembre 2019 avec pour mission principale de faciliter les mises en relation entre les candidats à l'apprentissage et les entreprises qui sont en recherche. Pour cela, on a mis en place un certain nombre d'outils. Le premier et le plus important, je crois, enfin à mon sens, c'est la création d'un portail sur lequel, via notre site IDM63, sur lequel tout candidat à l'apprentissage peut déposer sa candidature. À partir du moment où sa candidature est complète, et j'insiste là-dessus, puisqu'on a actuellement à peu près 220 candidats qui ont déposé une candidature mais qui est incomplète et que l'on ne traite pas. Quand je dis incomplète, c'est quand effectivement tout ce qui est demandé en termes de documents n'est pas déposé sur le site. Quand c'est le cas, le candidat a la possibilité ensuite d'être suivi chaque semaine puisqu'il va recevoir des offres qui sont collectées également par le pôle développement auprès des entreprises qui sont en recherche. Donc effectivement, il y a deux relances, me semble-t-il, par rapport à ceux qui ont fait un dépôt de candidature, mais qui n'ont pas complété leur dossier, qui finalement les empêchent d'accéder aux offres qu'on peut être amené à leur communiquer. Et effectivement, on l'a dit tout au long de l'émission, il y a un certain nombre d'offres qui ne sont pas encore pourvues. Et donc, si on peut lancer un appel, peut-être c'est pensez bien à compléter jusqu'au bout du processus ces renseignements. Ça vous ouvrira les portes de notre vivier d'entreprises en recherche
d'apprentis. Oui, absolument, c'est important d'insister là-dessus. Donc, au plus haut de la campagne de recrutement, on a collecté environ 900 candidatures à peu près. Actuellement, nous sommes autour de 300 qui ont effectivement déposé un dossier complet et qui reçoivent chaque semaine les offres quand il y en a, évidemment, et en l'occurrence, il y en a. Puisque, alors je ne sais pas si ça vient après, mais je peux vous donner quelques indications sur le nombre d'offres actuellement que l'on propose. On a plus de 424 offres actuellement proposées sur l'ensemble de nos 5 secteurs. Avec, il faut le dire, je pense que c'est important, 2 secteurs qui sont très particulièrement en tension. C'est le secteur de la vente et le secteur de l'hôtellerie-restauration. J'aimerais bien vous donner quelques chiffres importants et précis à mon sens. Sur l'hôtellerie-restauration, typiquement, on a 160 offres à l'heure actuelle qui ne sont pas pourvues, qui sont en cours. Et en face de ces 160 offres, nous avons 44 candidatures. De la même manière sur le secteur de la vente, que Valérie connaît bien, 129 offres à l'heure actuelle à pourvoir, contre 29 candidats restants. Voilà, d'où l'importance, je fais appel à effectivement tous les jeunes qui sont encore en recherche de contrats d'apprentissage. En tout cas, sur ces 2 métiers-là, il y a vraiment un gros potentiel. J'ajouterais qu'effectivement, le message peut être relayé aux parents. On sait qu'il y a eu une période un petit peu d'incertitude à la sortie du confinement sur savoir est-ce que mon enfant va pouvoir trouver assez facilement une entreprise derrière. La réalité des chiffres que vous nous citez, c'est qu'effectivement, elles sont très nombreuses, tous secteurs confondus, à émettre des offres de contrats d'apprentissage et pour lesquelles il n'y a pas forcément encore de candidats à mettre en face. Donc si je peux lancer un message, c'est qu'effectivement, cette incertitude, elle est levée. L'activité économique, elle est finalement elle est soutenue, en tout cas sur les secteurs, encore une fois, pour lesquels on forme. Et il faut qu'on puisse vraiment inscrire des candidats dans ces voies-là, parce qu'il y a des métiers à apprendre, il y a des compétences à acquérir, il y a un tissu économique à continuer à redynamiser. Et si le gouvernement a fait le choix de mettre le paquet sur l'apprentissage en sortir du confinement, il y a bien une raison, c'est que la jeunesse, c'est le renouvellement. Et on a besoin vraiment de cette jeunesse-là pour continuer à assurer les métiers auxquels on forme à l'Institut des métiers notamment. Et que ces entreprises ont aussi besoin de pouvoir assurer la continuité de leur activité et de transmettre leur savoir-faire au travers de ces apprentis. Oui, absolument. Et puis, on a entendu beaucoup de choses sur l'hôtellerie-restauration. Et effectivement, pendant la période de confinement, aucune entreprise n'a émis d'offres, ça allait de soi. Par contre, il y a eu un vrai regain dès la sortie du confinement sur ces métiers-là. Et le nombre d'offres n'a cessé de croître sur ce secteur-là depuis la sortie du confinement. Donc, je pense que c'est important de le signaler. A contrario, on a aussi des secteurs sur lesquels, et des métiers, des diplômes sur lesquels on a beaucoup de candidats et pour lesquels, par contre, nous n'avons pas d'offres. C'est le cas principalement des métiers de la maintenance automobile sur les véhicules particuliers et les cycles et motos, sur lesquels il y a des candidats, mais pas d'offres en face. Donc peut-être faut-il rappeler également les aides exceptionnelles que vous avez citées tout à l'heure, mais j'insiste encore là-dessus. Des aides sont actuellement jusqu'à fin février, jusqu'au 28 février, accordées à toute entreprise qui recrute un apprenti, 5 000 € pour un mineur et 8 000 € pour un majeur, ce qui prend en charge la quasi-totalité du salaire sur la première année de contrat, il faut le rappeler. Et ça aussi, quel que soit le type d'entreprise d'accueil, également et le diplôme, ce qui n'était pas le cas dans le cadre du dispositif antérieur. Là, c'est un dispositif exceptionnel, effectivement, jusqu'au 28 février, mais voilà, il faut profiter de cette opportunité-là, je pense, là aussi, pour pouvoir assurer, c'est un peu le rôle social quelque part de l'entreprise et du tissu économique, d'assurer, je dirais, une vie professionnelle à notre jeunesse qui est en demande. Complètement. L'intérêt du portail, du coup, parce qu'effectivement, on a cet outil qui a été mis en place tout juste avant le confinement, et qu'effectivement, vous l'avez évoqué, permet de pouvoir objectivement avoir des éléments précis en termes d'offres et de demandes. Quel est du coup l'intérêt pour un candidat finalement de passer par le portail plutôt que par un autre circuit ? L'intérêt du portail, c'est qu'effectivement, il reçoit chaque semaine les offres que l'on a, nous, collectées. Alors qu'il s'agisse d'offres non pourvues qui sont en cours depuis un certain temps ou les nouvelles. Ça, c'est quelque chose qui leur est adressé chaque semaine. Toujours pareil, il y a une condition, c'est qu'on ait des offres.
D'accord ? Donc sur les métiers dont j'ai parlé, que j'ai évoqués tout à l'heure, sur lesquels il n'y a pas d'offres, effectivement, on ne peut pas en envoyer. Mais il y a quand même une grosse majorité, enfin j'insiste quand même, 424 offres à pourvoir, c'est énorme. Donc il y a encore des contrats à signer en apprentissage. Alors je précise, ces 400 offres, c'est aussi à peu près la même capacité d'accueil pour nous. C'est-à-dire que même si vous avez l'occasion de signer un contrat d'apprentissage dans ces entreprises qui sont en recherche, la place, elle est de toute façon prévue à l'Institut des métiers, qu'il n'y ait pas, je dirais, de crainte là-dessus. Effectivement, nous, notre vocation, c'est d'assurer la formation professionnelle et on se mettra en cadre pour pouvoir permettre à l'apprenant, comme à l'entreprise, de pouvoir faire en sorte que ce contrat d'apprentissage se déroule dans de bonnes conditions. Oui, je voudrais aussi insister sur un élément qui est important. Pour cette première année d'existence, le pôle développement en haut de la vague, si je puis dire, a recruté plus de 600... oui, a collecté plus de 600, pas loin de 650 offres d'entreprises, d'accord, avec le confinement au milieu de tout ça, donc c'est pas si mal. Voilà, je voulais quand même insister. On attend la seconde vague alors du coup. Voilà, la seconde vague, c'est ça. Alors, quelles sont aussi les opérations qui, une fois que le candidat a postulé, il a été mis en relation, est-ce qu'il y a un processus de sélection qui existe à l'Institut des métiers ? Alors oui, il y a un processus de sélection uniquement sur certains niveaux, on va dire. Alors historiquement, à l'Institut, ces processus de sélection existaient dans le secteur de la vente. Agnès l'a évoqué tout à l'heure sur les BTS, MCO, NDRC, ça fait très longtemps qu'il y a une sélection relativement importante. Sur les bacs pro commerce également, bac pro accueil. Sur les métiers de l'esthétique, c'est pareil, puisque sur les BTS esthétiques, là aussi existe un processus de sélection depuis quelques années. Et nous avons généralisé cela cette année au BP hôtellerie-restauration et aussi au bac maintenance de véhicules particuliers et au BTS aussi également. Voilà, donc c'est nouveau, on va certainement généraliser parce que c'est une aide, un accompagnement supplémentaire qu'on apporte aux entreprises qui demandent en fait ce type d'accompagnement-là et cette présélection. On parlait des soft skills tout à l'heure, enfin des points, enfin qu'on appelle ça des capacités comportementales du candidat, c'est aussi quelque chose sur lequel on est particulièrement soucieux pour satisfaire évidemment l'entreprise, mais aussi satisfaire le candidat à l'apprentissage, puisque au moins on sera garant quelque part de la bonne adéquation entre son envie, qu'il convient de préciser, son envie de suivre une formation en apprentissage et l'entreprise dans laquelle il va être inséré derrière. Oui, absolument. Les qualités qui sont demandées par toutes les entreprises, quelle que soit finalement leur taille, le secteur d'activité ou le métier, sont toujours les mêmes. D'ailleurs, ça a été évoqué par les formateurs tout à l'heure, ça a été évoqué à travers les vidéos que l'on a vues par les maîtres d'apprentissage. Finalement, on retrouve tout le temps la maturité, le sérieux et la passion. Globalement, on est là-dessus. Après, sur certains métiers, effectivement, sur certains métiers, oui, le savoir-être est particulièrement important et c'est le premier critère. Agnès l'a dit sur le commerce, mais ce n'est pas vrai que sur le commerce. D'une manière générale, une entreprise veut un jeune qui a mûrement réfléchi à son entrée en apprentissage, qui sait dans quoi il s'engage, voilà, et qui est prêt pour ça, qui est prêt pour cette alternance. Donc c'est effectivement notre mission, et c'est une des missions du pôle développement, c'est de vraiment travailler sur les attentes et les besoins et à la fois des entreprises qui sont aussi nos clientes. On tient vraiment à être dans cette logique-là et également des candidats à la formation. Absolument, l'idéal ce serait effectivement à terme d'être en capacité à présélectionner, si je puis dire, tous les candidats pour toutes les entreprises et de faire un véritable aussi coaching des candidats. Ce que l'on fait sur certains niveaux et certains métiers, mais malheureusement pas pour tous parce que ça représente actuellement un trop gros volume. Mais à terme, c'est l'objectif, oui. Très bien. Est-ce que vous avez d'autres chiffres à nous communiquer sur, au-delà des métiers en tension, sur les offres de contrats peut-être sur différents secteurs? Est-ce que vous voulez qu'on les égrène un peu pour... On peut en égrener quelques-unes. Sur le CAP cuisine, typiquement, nous avons 57 offres à l'heure actuelle pour 15 candidats inscrits sur le portail. Sur le CAP service, même cas de figure, 44 offres pour 7 candidats inscrits. Tout à l'heure, Jean-Michel nous a parlé de la boucherie. Nous avons 29 offres avec celle qu'il nous a apportée tout à l'heure pour 4 candidats. Donc là, typiquement, il y a un vrai besoin. Ou encore sur la vente pour Valérie, les CAP équipiers polyvalents de commerce, 90 offres pour 22 candidats d'inscrits sur le portail.
Alors, je tiens aussi à le dire et à le redire, c'est un contrat de travail, un contrat d'apprentissage, c'est un contrat de travail qui est assorti effectivement d'une formation, l'obligation de se former dans le cadre d'un établissement de formation comme le nôtre, mais c'est aussi une rémunération qui est derrière versée par l'employeur. Je ne vais peut-être pas suffisamment insister tout à l'heure là-dessus. Donc c'est au-delà de mettre les premiers pieds, ses premiers pas dans le monde de l'entreprise, c'est aussi percevoir une rémunération qui évolue en fonction de l'âge et du niveau de diplôme. Et c'est important de pouvoir le dire parce que c'est ce qui va aussi vous distinguer de votre copain, si je puis dire, qui aurait choisi de rester dans le scolaire, qui lui va continuer sur un autre mode de formation qui va lui convenir, mais un certain nombre de collégiens ou lycéens veulent tout de suite apprendre le métier et ils peuvent le faire de façon rémunérée dans le cadre d'un contrat sécurisant, si je puis dire, qui est celui du contrat d'apprentissage. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a fait le tour pour cette émission qui a eu un format différent, un concept un petit peu différent. Je remercie quand même vraiment toute l'équipe de La Coupole, donc un studio qui est au centre de l'Institut de Clermont-Ferrand, tant pour moi, on n'a pas encore l'Institut du métier. Je veux évidemment remercier toute l'équipe qui était derrière ici, je vais les nommer, hein, Anna, Florence, Marion, je vais mon père, avec les masques c'est un peu compliqué, Audrey, Danae et Thomas, voilà, merci. J'ai aussi derrière, vous les aviez vus tout à l'heure, donc on a toujours Agnès, Jean-Michel et Christophe, évidemment Valérie et Sophie. Je veux aussi quand même remercier Didier Blandin, quand même, qui est celui qui a réalisé les vidéos que vous avez pu découvrir, qui sont d'une grande qualité et qui ont pu mettre aussi en avant quand même les entreprises comme les apprenants qui sont en relation très étroite avec l'Institut des métiers. Et puis voilà, Barbara Sondricoté aussi, qui a assuré notre mise en beauté. Voilà, et effectivement, on était plus beau que d'habitude, donc il faut quand même bien le voir. Avec un groupe de BTS, dont une, Chloé, qui était sur la vidéo que vous avez pu découvrir sur le secteur soins et services à la personne tout à l'heure. Voilà, je pense qu'on peut terminer cette émission. Je vous remercie en tout cas de votre attention. Un seul message quand même avant de rendre l'antenne, si je puis dire, c'est qu'il faut impérativement, n'hésitez pas à vous rapprocher, on répondra à toutes vos questions. Si on n'a pas pu y répondre en direct live, elles ont été enregistrées et on vous répondra personnellement à l'ensemble de ces questions. N'hésitez pas, on est là pour vous accompagner dans la recherche d'une entreprise, si vous êtes candidat, et si vous êtes entreprise, on est là pour vous aider à vous trouver le meilleur des candidats qui sera en face de vous dans votre entreprise pour pouvoir se former en apprentissage avec l'appui de l'Institut des métiers. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.